Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par la Gazette des communes. Donc, la Gazette des communes, comme vous pouvez voir sur la slide suivante, c'est plus de 150 formations sur un nombre de thématiques variées, et notamment donc le numérique et la Smart City autour de la relation usagée. Et dans le cadre du développement de son offre, il y a notamment un cursus de la Smart City que nous vous proposons. Et c'est pour ça que cette année, nous avons souhaité faire un certain nombre de webinaires autour de cette thématique de la Smart City, tous animés par Maître Audrey Morel, qui est encore parmi nous aujourd'hui. Donc, nous avons abordé les notions de territoire intelligent, d'éclairage intelligent, de gouvernance de la donnée, de partenariat public-privé autour des développements Smart City. Et aujourd'hui, donc, l'IoT en tant qu'enjeu pour les collectivités. Et donc, pour ce 5e rendez-vous, Maître Audrey Morel, qui est avocate en droit public des affaires, fait intervenir 2 experts. Donc, Monsieur Joël Marco, qui est l'autorité organisatrice des infrastructures numériques à la métropole de Toulouse, et Antoine Roussel, qui est directeur général de la société Alsatis. Donc, je vais leur laisser la parole. N'hésitez pas, grâce au petit module questions que vous devez avoir à droite de votre écran, à poser vos questions justement tout au long de leurs interventions, et je les relayerai à Maître Audrey Morel afin qu'elle puisse interpeller nos animateurs d'aujourd'hui. Voilà, je vous laisse la parole. Merci à tous de votre présence. Bon webinaire et à tout à l'heure. Merci Laurence. Alors, bonjour à tous et merci encore d'être à nouveau aussi présent ce matin donc, pour ce 5e webinaire. Donc, comme l'a dit Laurence, effectivement, c'est le 5e sujet qu'on aborde autour de la thématique des territoires intelligents. Alors, on préfère employer le terme territoire intelligent plutôt que Smart City, qui est plus un concept à la mode. Pourquoi? Parce que derrière la notion de territoire intelligent, on a les notions de ville durable, de ville inclusive et de ville moderne. Et aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est de voir que l'IoT est aujourd'hui une brique du développement des territoires intelligents et surtout de voir de quelle manière les collectivités doivent appréhender ce sujet pour faire émerger leurs projets. Voilà. Donc, l'IoT, on n'est pas là aujourd'hui pour expliquer ce que c'est d'un point de vue technique, ni pour débattre est-ce qu'il faut le développer ou pas. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'IoT, en fait, depuis une dizaine d'années, ne cesse de se développer. Donc ça, c'est un constat. En 2020, on recensait dans le monde entre 26 et 80 milliards d'objets connectés. Donc, c'est quelque part, je veux dire, c'est une technologie aujourd'hui qui nous dépasse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un projet IoT qui est bien conçu et qui est mis en place est bénéfique pour une collectivité. Pourquoi? Parce que ça permet aux acteurs publics de moderniser leurs services. On l'a vu dans le webinaire sur l'éclairage intelligent. C'est justement en instaurant des capteurs sur le réseau d'éclairage public que aujourd'hui vous avez des systèmes d'éclairage qui permettent de faire des économies d'énergie, qui permettent de faire des économies tout court pour les collectivités. On le voit aussi dans d'autres services publics, dans le service public des transports, on le voit pour les parkings intelligents, on le voit sur, en réalité, tout type de services publics qui font appel à des infrastructures physiques ou non, mais essentiellement, effectivement, des services publics en réseau. Et on voit aussi que l'IoT, parce que ça permet de recenser un certain nombre de données, permet aux collectivités, en réalité, de développer d'autres usages. D'autres usages qui permettent, en réalité, aux élus, aux pouvoirs publics, de leur aider à prendre des décisions les plus adaptées à leur territoire, les plus adaptées aux entreprises locales, à leurs citoyens, de permettre d'avoir un retour aussi sur les politiques qui ont été mises en place et surtout, là on retombe sur la notion de ville inclusive, permettre de fournir aux citoyens des données en temps réel. Donc tout ça, on va dire, c'est le socle de bénéfices que permet aujourd'hui l'IoT et qui est incontestable. Maintenant, paradoxalement, en fait, l'IoT est confronté à un dilemme, c'est qu'on a beau dire tout ça, on a beau assister à une flopée d'expérimentation sur le sujet. En réalité, des projets d'IoT qui restent pérennes dans le temps, et en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Et pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons, mais il y a quand même plusieurs études qui ont été faites sur le sujet, et on voit aujourd'hui qu'en réalité, c'est un sujet qui est encore, parfois, je dis bien parfois,
Donc, encore une fois, ça dépend des collectivités, ça dépend des acteurs, ça dépend des hommes. Mais c'est un sujet qui reste encore difficile à appréhender sur plusieurs points, sur le plan des technologies qui peuvent permettre justement de développer ces projets. Entre la 3G, on va y revenir avec Antoine, la 4G, le LTE, le satellite. C'est que des fois on s'y perd un peu sur ce qui peut permettre de mettre en œuvre des projets IoT, sur les acteurs qui permettent de développer ces projets. Est-ce qu'il faut nécessairement passer par un opérateur télécom au sens classique du terme pour justement mettre en œuvre un projet IoT? Est-ce que les collectivités explorent au maximum les ressources locales qu'elles ont à disposition pour mettre en place ces projets? On va y revenir. Et derrière, les modes contractuels. Évidemment, un projet IoT qui est mis en place par une collectivité appelle souvent de recourir à la commande publique. Mais qui dit commande publique ne veut pas dire forcément de mettre en place des gros, des passations de contrats lourdes, complexes. On va y revenir avec Josie Marco, mais effectivement, il y a d'autres modes contractuels souples qui permettent aux collectivités d'intervenir sur ce sujet et de mettre en place des partenariats publics-privés de multiples facettes. Maintenant, un projet IoT qui est mis en place par une collectivité, j'ai envie de dire, il doit aussi s'appréhender comme n'importe quel projet, avec des questions préalables que toutes les collectivités doivent se poser. C'est-à-dire pourquoi je veux mettre en place un projet IoT, sous quel mode de gouvernance, est-ce que je dispose en interne des ressources qui me permettent de mettre en place un projet IoT, avec quels outils je peux le mettre, est-ce que j'ai les infrastructures nécessaires, est-ce que je dois faire appel à des ressources tierces pour mettre en place mon projet, avec qui je peux mettre en place mon projet IoT, avec qui, donc j'entends avec des partenaires privés, mais aussi avec des partenaires publics qui peuvent subventionner mon projet. Donc ça, on va y revenir avec deux projets IoT qui nous seront relatés par nos intervenants. Et sous quel mode de gestion? Mode de gestion, mode contractuel, mode de financement. Donc c'est encore une fois, c'est pas parce qu'on parle d'un projet IoT, de projet innovant, que toutes ces questions-là qui sont des préalables, en fait, je veux dire communs à n'importe quel projet public, ne doivent pas se poser. Si on ne se pose pas ces questions préalables, effectivement, le risque, c'est de faire une expérimentation qui, derrière, n'aboutisse à rien de concret, ou de mettre en place un projet qui, en réalité, n'aboutisse pas à la recherche des objectifs attendus. Et derrière, effectivement, on va le voir, l'IoT, ça reste quand même un certain nombre de sujets qui doivent être un sujet perfectible, qui doivent être appréhendés et maîtrisés par les collectivités, mais aussi les acteurs privés. Donc, sur la maîtrise des données, c'est-à-dire toutes les données qui me permettent d'avoir mon projet IoT, sous quel format je dois récolter ces données, justement, derrière moi, collectivité, pour mieux les exploiter. À partir du moment où l'IoT nécessite de mobiliser mes infrastructures derrière, ça implique pour moi, collectivité, de bien entretenir mes infrastructures, mes ouvrages, mes réseaux, et donc d'imposer à mes partenaires privés, justement, d'entretenir mes ouvrages, et aussi derrière d'assurer un certain niveau de transparence avec mes administrés pour que justement les citoyens de mon territoire ne voient pas les projets IoT d'un mauvais œil. Donc, sur tout ce que je viens de vous dire, je vous propose de faire rebondir, en fait, justement, Monsieur Josie Marco qui va nous donner son regard public de collectivité, et après, donc, Antoine Roussel, qui nous donnera un peu sa vision d'acteur privé. Alors, Monsieur Di Marco, je vais vous permettre de rebondir sur tout ce que je viens de vous dire, mais effectivement, donc là, on va y revenir plus tard, mais vous venez de mettre en place un projet IoT donc avec Alsatis. Bon, c'est un projet qui ne s'est pas mis en place du jour au lendemain. Quelles ont été, on va dire, les briques structurantes, en fait, justement, pour mettre en place ce projet, et surtout, pour vous, quels sont, on va dire, les prérequis dont doivent disposer toutes les collectivités, entre guillemets, pour mettre en place un projet IoT? Oui, bonjour. Je vais vous présenter, bien sûr, hein, n'hésitez pas à présenter votre profil et ce que fait Toulouse Métropole, effectivement, en la matière. Tout à fait. Mais je vais commencer par répondre une petite ébauche à votre question. Comment c'est passé? C'est passé d'un cas d'école. L'expérimentation dont on parlera en deuxième phase a démarré suite à un besoin, puisque nous étions en train de créer une structure d'un musée à ciel ouvert, et techniquement, des soucis de raccordement nous sont apparus. Et à force de se creuser le cerveau, on a décidé de profiter de cette demande et de ce besoin
pour envisager une expérimentation beaucoup plus globale. Alors, pour me présenter un petit peu au départ, donc moi je dépends de la direction générale et je suis tout seul dans ma direction et je pilote la stratégie de la politique numérique de la métropole. À ce titre, il faut quand même se rendre compte que le numérique est en train de casser les silos, puisqu'on s'aperçoit que certaines directions travaillaient dans leur petit coin, c'est dans toutes les collectivités et même des fois dans les entreprises, hein. Et le rôle que nous avons eu, ou que j'ai eu, c'est d'essayer de mutualiser et surtout de faire travailler tout le monde ensemble. Moi, je ne suis pas issu des télécoms, je viens des travaux publics, puisque en 97, la ville de Toulouse, à l'époque, hein, avant que ce soit métropole et Grande Toulouse, a été obligée de mettre en place une structure pour faire face à la déréglementation des télécoms. Et dès 97, nous avons créé une sorte de petit bureau, de guichet unique pour la réception des opérateurs, des nouveaux besoins. Et rapidement, on a eu une vision différente des autres, puisque dès le départ, nous avons profité à poser des fourreaux en partenariat avec les opérateurs dès le départ. Puisqu'on s'est dit, si eux posent des fibres, on était en train à l'époque de construire un petit réseau interne pour relier nos sites entre eux en fibre. C'était vraiment le tout début. Rapidement, nous nous sommes aperçus également qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Alors déjà, les collectivités n'étaient pas formées à réceptionner et à gérer ce genre de choses, hein, mais on a appris assez vite et on s'est aperçu qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas, notamment sur la propriété des réseaux, puisqu'Orange systématiquement refusait le partage d'infrastructures et surtout refusait des partages d'infrastructures sur des réseaux que nous étions en train de financer. Et là, rapidement, on a mis le holà. Alors, je vais passer sur les épisodes multiples et variés et juridiques qu'on a eu avec eux, puisqu'aujourd'hui, nous avons gagné un cours d'appel et au Conseil d'État et on est reparti, puisque Orange nous met régulièrement au tribunal, sur la propriété des fourreaux. Alors, ça pourrait être un détail, mais ça ne l'est pas, puisqu'aujourd'hui, ces fourreaux nous rapportent plus de 3 millions d'euros par an de recettes brutes. Donc, nous avons des budgets annexes qui nous permettent de travailler sur des infrastructures, des extensions, etc. Bon, je ne vais pas trop rentrer en détail, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Et en parallèle, nous avions une DSP dédiée aux entreprises, hein, et petit à petit, une réflexion globale est venue pour se dire, mais ouais, ils ont beaucoup de fibres, mais on ne peut pas trop intervenir puisque c'est un contrat. Dès qu'on veut modifier un contrat, c'est difficile. Donc en 2013, nous avons créé une société publique locale à capitaux publics, mairie Toulouse Métropole, puisqu'entre-temps on était passé à Métropole, hein. Donc tout ce qu'on avait fait en mairie a été étendu aux 37 autres communes. Et nous avons récupéré, on va dire, même si nous avons créé c'est une DSP malgré tout, hein, mais nous avons créé une société publique à laquelle nous avons la main, puisque nous sommes le conseil d'administration, ce sont nos élus, et moi je gère avec un soutien pour le DGS et les directeurs généraux la politique d'extension, etc. Les services urbains de la métropole ont piloté, alors moi-même, hein, parce que j'ai eu une petite expérience, j'étais directeur régional à un moment donné du groupe Dreyfus, je suis allé me former dans le privé, c'était la meilleure école qu'on puisse avoir. Ce qui nous manquait quand même, cet aspect et cette vision de les opérateurs, hein, qui est un monde assez impitoyable, hein, des fois. Et nous avons piloté nous-mêmes l'extension de notre DSP. Et aujourd'hui, nous avons un réseau qui est riche de 1200 km à peu près, sur la totalité du territoire. Et toutes les communes sont raccordées à égalité et toutes les zones d'activité. Voilà. Et aujourd'hui, donc, nous maîtrisons la totalité du système puisque nous sommes propriétaires de nos propres fourreaux. Alors, sur la DSP, tous les backbones et les réseaux de transport, nous avons souhaité en être propriétaires, puisque nous avons même posé des fourreaux où il n'en existait pas historique. Voilà. Une fois qu'on a dressé ce partage, et il faut savoir aujourd'hui que notre SPL est excédentaire, donc ça c'est assez important.
Et surtout, nous avons centralisé tous les coûts et toutes les recettes au même endroit, ce qui nous fait avoir une vision de la possibilité du fait que soit le numérique coûte, mais peut aussi rapporter. Donc aujourd'hui, nous sommes, on va dire, j'essaie d'être clair et compréhensible de tous. Nous avons créé un groupe de travail avec tous les acteurs à l'intérieur de la métropole, puisque les acteurs sont assez vastes. Et tous les petits réseaux annexes que nous avions de fibres, comme la police municipale avec ses caméras, et les polices municipales, hein, puisqu'on en a plusieurs dans les communes, les fibres pour nos besoins internes, les fibres pour nos feux, nos armoires de feu, etc. Nous avons décidé depuis 2-3 ans maintenant de mutualiser tout. Donc, il y a les services urbains gèrent nos fourreaux et la SPL maintenant gère la totalité des fibres pour la totalité des besoins de la métropole. Donc ça a été un grand pas, je pense, qui permet que maintenant, dès qu'il y a une cible identifiée, tous les besoins de tous les autres sont pris en compte. Donc les câbles sont dimensionnés systématiquement de manière pardon, à envisager le futur. Ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, il va falloir faire face à l'explosion des coûts de fonctionnement liés au numérique. Donc on a deux choix. Soit on passe par des grands groupes, ça a été fait sur Dijon, Angers. Nous, on a fait le pari de faire autrement et de faire nous-mêmes parce que nous avons les compétences internes dans toutes les directions. Audrey, tout à l'heure, parlait de l'éclairage public. Nos collègues de l'éclairage public à Toulouse ont déjà commencé la rénovation de l'éclairage, puisqu'on a à peu près 45 à 50 000 mâts. On est, je crois, à la moitié, peut-être que je me trompe, mais les chiffres sont là, puisqu'en 2024, on devrait avoir fini nous-mêmes la rénovation totale du parc d'éclairage public et dont les économies associées. Les autres économies pourront se faire en interne sur les dépenses numériques. Et surtout, sur le besoin et le nouveau besoin que nous allons avoir lié à énormément de choses. La ville de demain, on en parlera tout à l'heure sur l'expérimentation vol de nuit, la domotique, puisque nous avons en cible aujourd'hui, nous sommes en train de monter un projet pour raccorder tous les sites de la métropole, on en a beaucoup déjà, mais la totalité, tous les points hauts, parce qu'une collectivité est propriétaire de ces points hauts, de ces châteaux d'eau, et surtout nous travaillons en partenariat avec les administrations locales, comme les hôpitaux, les universités, TCO qui est notre régie de transport, et Airbus, pour les besoins 4G, on en parlera, mais je laisserai Antoine aborder ce sujet, ce sera plus facile qu'il puisse le dresser dans son tableau. Il faut savoir aujourd'hui que déjà nous gérons les fibres de ces entités, pas Airbus, hein, mais on relie déjà des sites entre eux pour Airbus Défense, etc. Et depuis pas mal d'années, nous avons pris l'habitude de faire nous-mêmes. Donc aujourd'hui, la problématique est de faire, on va dire, la liste des courses, qui est un peu le plus difficile. Ouais. Qu'est-ce qu'on a besoin, pour quel usage et comment raccorder? La piste des géants, dont on parlera tout à l'heure, nous permet de soulever des problèmes de transmission de données, puisqu'on est là-dedans. On connaît la fibre, tout le monde, mais ça ne va pas suffire. Pourquoi? Parce que poser de la fibre partout, c'est onéreux, c'est pas facile. Nous avons commencé sur des zones nouvelles maintenant à mettre des fibres dans des candélabres pour pouvoir nous se servir de ces points hauts, parce que le candélabre est vraiment une source de revenus à venir énorme, puisqu'on pourra commercialiser nos points hauts au travers de nos budgets annexes et avoir des recettes complémentaires. Mais on s'aperçoit que le support candélabre, peut-être qu'on ne pourra pas y mettre des fibres partout, puisque sur 45 000 candélabres, ça coûterait trop cher d'aller les raccorder tous. Donc on a déjà déterminé un schéma quand on fait des enfouissements, par exemple, dans une rue étroite ou peu longue. On raccorde les candélabres d'extrémité en fibre. On se donne des préceptes et des concepts de bon usage. Voilà. Il existe également d'autres technologies qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, on travaille sur de la radio très haut débit également, pour pouvoir, puisqu'on est propriétaire de nos points hauts, hein. De la 4G LTE, parce que ça a été un sujet qui nous a vraiment titillé pendant un moment. C'est de plus en plus, on va avoir besoin de débit important, parce que la IoT ne suffira pas.
Donc, quelle technologie prendre? Passer par des opérateurs, c'est ce qu'on fait déjà, hein, puisqu'on a des clés dans nos parcs-mètres, etc., fait des puces, hein. Mais le besoin va devenir de plus en plus important. Donc, la question est de se dire, est-ce qu'on va être toujours tributaire? Et tout ça, c'est des coûts de fonctionnement. Il faut savoir que les collectivités, on nous demande de faire des économies de fonctionnement. Donc, l'idée, c'est de travailler sur de l'investissement avec des contrats spécifiques où on peut y inclure du fonctionnement initial, mais on l'a fait avec notre SPL. Nous avons aussi une volonté de tenir nos équipements très modernes, puisqu'on est passé, tout notre SPL est passé en réseau MPLS hein, déjà, alors que notre direction DSI, on va dire interne, direction numérique, ne l'a toujours pas fait, et ça va engendrer des coûts annexes hyper importants. Et surtout, la difficulté de chiffrer l'aménagement d'un territoire et sont tous les coûts induits. C'est pas le coût de numériser une armoire de feu, c'est que derrière, il va falloir opticaliser et changer tout le matériel à l'intérieur. Donc aujourd'hui, nous sommes en période de chiffrage et éventuellement d'acquérir des compétences qu'on n'a pas, hein, mais qu'on arrive petit à petit en se faisant accompagner par des sociétés comme Alsatis ou d'autres. Hein. On le verra à vol de nuit. Et surtout mutualiser la totalité de nos sources et de nos ressources internes. Voilà. Donc juste, Monsieur Zimarco, si je vais dire, bon, sans trop caricaturer ce que vous venez de dire, mais si je synthétise un peu ce que vous venez de dire, en gros, en préalable, ce qu'on peut retenir, c'est que avant même de mettre un projet IoT, juste la connaissance par la collectivité de son patrimoine et la gestion de son patrimoine en direct, c'est-à-dire facilite quand même derrière la maîtrise totale d'un projet IoT. Exactement, puisque quand vous avez toutes les directions autour de la même table, quand on fait nos réunions techniques, hein, ben, on ne perd pas de temps puisqu'on a rapidement la réponse à la question. Ou pas, hein. Des fois on sait qu'on n'aura pas la réponse, mais au moins on a une réponse, on a une information. Et s'il nous manque des informations, on se met de suite à rechercher la réponse. Voilà. Et ça, on gagne beaucoup de temps avec ça. C'est assez clair. Parce que la difficulté. Travailler en commun, là je retiens, effectivement, que IoT ne peut pas être mis en place par une seule direction, et de requiert effectivement la compétence de plusieurs directions. Après, il faut quand même que derrière, et ça on le retrouve dans tous les projets, il y ait aussi une volonté politique hein, de porter un projet. Et donc là, si je retiens quand même le besoin qui pousse en tout cas une collectivité à mettre en œuvre un projet IoT, c'est principalement de réduire ses coûts de fonctionnement. Ouais, tout à fait, ouais. Déjà, et puis surtout la manière dont vous savez que toutes les collectivités, surtout avec l'épisode Covid, dont la baisse des recettes, etc., ont des difficultés à financer les projets, sauf s'ils sont bien montés. Aujourd'hui, moi je vais annoncer des chiffres, hein, on est sur une volonté d'investissement de 20 à 25 millions d'euros, nouveau, hein, puisqu'on on est en train d'amortir l'investissement précédent, qui était de 15 millions sur notre SPL, hein, et nous avons réussi même on est au-dessus des objectifs, puisqu'on avait un business plan en 2023 déterminé, et nous l'avons atteint au bout de 4 ans. Hein, donc on avait 6 ans d'avance sur le business plan. Il s'avère aujourd'hui que la difficulté, ou que les gens ne voient pas, c'est qu'il y a le besoin, il y a le service, le très haut débit vers les entreprises, il n'y a pas photo. Bon, aujourd'hui, certaines entreprises vont vers le FTTH, mais reviendront rapidement vers les réseaux pro, quand ils vont voir les pannes successives et la manière dont les réseaux FTTH sont gérés. Et également les besoins internes. C'est l'appétit vient en mangeant. On va travailler sur la domotique. On va travailler beaucoup sur les économies d'énergie à l'intérieur de nos bâtiments. Puisqu'on va gérer une plateforme, on peut parler de Dijon. Sauf que nous, la plateforme, on l'a déjà. Les centres de supervision, on les a. Nous, on ne ramènera pas tout au même endroit, il n'y en a pas besoin. Puis de toute façon, chaque salle est fermée. Et ce sont des métiers différents. Le seul besoin, c'est de savoir comment on va capter la data. Parce qu'il y a deux data. Il y a la data immédiate qui engendre une action. Je détecte des choses hein, sur les candélabres, on compte les piétons, on compte le stationnement. On veut une action derrière. Il y a beaucoup de données aussi où il n'y a pas d'action. Donc on pourra la stocker. On la stockera nous-mêmes pour le moment. Mais on verra plus tard si on fait autre chose.
Et on travaille sur un très gros programme en parallèle qui est Villagine, c'est le déplacement, hein. On travaille à Toulouse, on a la chance de travailler avec l'espace, avec l'aéronautique, on travaille sur les drones, on a EasyMike, véhicule autonome à Toulouse, etc. Donc on va beaucoup travailler sur des sites expérimentaux sur les nouvelles technologies. Donc on est une sorte de gros laboratoire permanent. Et une fois que l'investissement sera à peu près encadré et connu, avec toutes les recettes que nous avons, puisque nous avons entre 5 à 6 millions de recettes annuelles, hein, tout confondu, nous serons capables de monter un business plan qui va faire qu'on pourra démontrer à nos élus que soit il va y avoir une dépense, mais qui pourra être largement couverte par les recettes de tous ces réseaux. Et les économies, puisqu'on a identifié à peu près 1 million d'économies sur les dépenses numériques et téléphoniques. Alors, vous avez dit aussi quelque chose qui est intéressant tout à l'heure, c'est que, bon, effectivement, il y a la fibre, mais il n'y a pas de la fibre partout, il n'y a pas que la fibre. Parce que vous savez qu'en tant que métropole, bon, vous avez quand même un gros réseau de fibre optique, vous avez aussi accès à une multitude de technologies, mais ce n'est pas le cas, effectivement, dans toute la France. Il y a encore des territoires qui ne disposent pas de la fibre. Est-ce que, moi, ce que j'ai envie de retenir de ce que vous avez dit, mais vous m'arrêtez si je me trompe, et peut-être que du coup, ça fera la transition avec Antoine, c'est quand même une collectivité, j'ai envie de dire, qui n'est pas aujourd'hui couverte en fibre optique, peut mettre en place un projet IoT en recourant à d'autres technologies. Alors tout à fait, puisque je vais finir là-dessus. Nous travaillons pour les communes, les petites communes, hein, mais ce n'est pas péjoratif, hein, parce qu'à Toulouse, on a la ville de Toulouse, mais on a aussi une commune qui fait 200 habitants, hein, donc, et on travaille avec eux. Il est vrai que les moyens financiers ne permettront pas de développer de la fibre, de faire des tranchées, etc. Bon, déjà, nous, comme on est opérateur d'opérateurs, on a la licence et il faut savoir que quand on n'a pas de réseau, à nous, on utilise les réseaux d'Orange, hein. Quand on fait un business plan sur la location des réseaux, il n'y a pas photo. Il faut 400 ans pour amortir, donc on loue à Orange. Pour les autres communes, et la difficulté est là, hein, on le voit, nous on les accompagne techniquement, mais il est vrai qu'il y a des communes hors de l'agglomération nous sollicitent des fois pour les conseils. C'est quand même difficile de maîtriser ces technologies. Et donc la solution 4G d'Antoine, quand un département est là, ou de la radio peut être une solution, on va dire, alternative. Parce que louer, déjà les opérateurs, si une mairie demandait un réseau à un opérateur, soit sur de prix, soit un opérateur lambda, SFR, Orange ne voudra pas le faire, ou alors à des prix défiant toute concurrence. Et la difficulté est là, franchement, pour les petites communes ou les communes moyennes, hein, et moi, je travaille beaucoup avec des villes moyennes en termes de conseils pour leur amener ou les aider à trouver des solutions. Mais c'est vrai que pour des petites communes dont la radio ou la 4G peut être déployée, mais il faut voir comment. Et là, je laisse Antoine sûrement déployer ou développer sur ce sujet. Effectivement, Antoine, je vais te laisser la parole pour effectivement, alors soit que tu confirmes ou que tu prennes potentiellement le contre-pied de ce qui va être dit et aussi que tu donnes surtout ta vision d'acteur privé qui intervient sur ce type de projet. Alors soit on est sur des projets effectivement en zone urbaine comme Toulouse, ou soit effectivement en zone moins dense, pour voir un peu si effectivement il y a une différence d'appréhension selon les collectivités, enfin selon la zone dans laquelle elles se situent. Mais je te laisse dérouler ta présentation comme tu le souhaites. Merci Audrey. D'abord, je suis très heureux d'être avec vous sur ce moment très privilégié. J'espère qu'on intéresse les gens qui nous écoutent, bien sûr. Et je vais essayer de parler vrai, ça je ne sais pas trop faire autrement, mais surtout d'être pédagogique dans mon propos, pédagogue, pardon, et le plus clair possible. Vous avez déjà dit beaucoup de choses très intéressantes tous les deux. Donc, je vais évidemment m'appuyer dessus pour vous donner un peu ma perception, mon prisme qui est lié à l'expérience privée d'Alsatis, tout simplement, avec les collectivités depuis longue date. Donc, merci beaucoup Audrey. Et puis, je suis ravi évidemment de partager cette tribune avec mon prestigieux client de Toulouse Métropole. Et je remercie une nouvelle fois Joé pour ses lumières, parce que c'est aussi une histoire de personnes, ces projets-là. Et quand il y a les bonnes personnes au bon endroit, on arrive à avancer, ce qui n'est pas toujours malheureusement le cas.
Je voudrais revenir très rapidement sur le concept en espérant d'ailleurs rassurer les gens qui nous écoutent. Parce que c'est compliqué tout ça. Alors nous, on est du milieu depuis 2004. Alsatis existe depuis 2004. Alsatis, c'est une entreprise technophile qui s'est créée en 2004 sur le constat de la fracture numérique, sur le même concept que la fracture sociale dont on se souvient dans la campagne Manger des pommes de Jacques Chirac. On se souvient que début des années 2000, avec l'explosion de la bulle Internet, on a eu cette problématique très saillante en France de fracture numérique. Et je voudrais y revenir une minute, puisque c'est un peu à l'origine de toutes les initiatives publiques d'aujourd'hui. Et il faut bien comprendre comment ça se passe en France. On avait un opérateur historique qui s'appelle France Télécom, qui est brillantissime, bien sûr, qui a d'ailleurs, grâce à des financements publics et à notre effort à tous, assuré un travail fantastique pendant 50 ans pour nous assurer à tous une connectivité téléphonique à nos foyers au XXe siècle. Ça, je pense que tous les gens autour de la table qui nous écoutent l'ont vécu en grande partie. Et on a eu, donc, dans les années 80-90, une avance technologique confirmée et mesurée par rapport au reste de l'Europe et même par rapport aux États-Unis. On nous enviait partout dans le monde le Minitel. Je tiens quand même à le préciser. Moi, j'ai vécu mes jeunes années d'études scolaires d'élèves avec des parents qui se connectaient ponctuellement au Minitel pour regarder leur compte en banque, notamment. Et c'était quand même un outil génial qui préfigurait le monde de la connectivité Internet d'aujourd'hui. Cette avance a vite fondu. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'avance que nous a généré ce réseau cuivre extraordinaire, ce réseau DSL extraordinaire français, est devenu finalement est venu pénaliser quelque part le déploiement de la fibre optique dans un second temps et faire en sorte qu'aujourd'hui, c'est ce qui justifie aujourd'hui tous les projets publics qui se sont initiés à partir des années 2000 au niveau des EPCI d'abord, au niveau des collectivités, puis au niveau des départements, puisqu'on est sur un sujet qui est grave. Donc, on a eu tout douce progressivement, nous on l'a vécu de près, hein, c'est ce qui a valu à Alsatis de grandir avec ces projets-là. On a eu des collectivités qui ont levé le doigt à partir de 2005, qu'on fait un constat de carence sur des collectivités ou des communautés d'agglomération à 40-50 km des grandes villes, notamment de Toulouse, et qui n'avaient pas le niveau de connectivité suffisant et nécessaire pour que le boulanger puisse faire son métier, pour que l'attractivité du territoire puisse perdurer, pour que globalement, nos territoires puissent continuer à bénéficier d'une certaine équité numérique qui est évidemment très importante dans notre culture française et dans la manière dont aujourd'hui on imagine la gestion politique de notre territoire national. Donc voilà, donc ces projets d'initiative publique ont commencé à partir du moment où les premiers constats de carence privée ont pu être constatés. Je rappelle qu'on a aujourd'hui un oligopole de 4 opérateurs, ce qui est finalement beaucoup en France pour, je ne sais plus, 25 millions ou 30 millions de foyers. Je crois, hein, on est plus de 70 millions de population. Foyer, c'est 2,2 ou 2,3 le coefficient. On doit avoir moins de 30 millions de foyers en France. On en a x10 aux États-Unis pour un opérateur de moins. Pour vous donner une comparaison, on a 4 opérateurs en France pour un marché qui est 10 fois plus petit que le marché américain. Ne nous étonnons pas. Excusez-moi pour ce propos, mais je trouve ça très intéressant de vous le partager. Je pense que certaines personnes l'avaient compris, mais ça fait partie de notre histoire. Ne nous étonnons pas que les opérateurs privés aujourd'hui n'aient pas les moyens d'investir dans des zones non denses ou moins denses que les zones urbaines ou périurbaines, et que finalement, il y a un retard qui soit pris dans l'émergence des nouvelles infrastructures numériques d'avenir dont on a tous besoin. C'est une logique économique, et évidemment, comme on est dans un pays magnifique, où l'initiative publique vient toujours compléter l'initiative privée, très logiquement, on a aujourd'hui des projets d'initiatives publiques départementaux partout sur le territoire français. On a une centaine de départements. Je crois qu'il n'y a pas un seul département, à part peut-être le 75, le Paris-Centre, qui ne bénéficie pas d'un projet public. Audrey connaît bien le sujet, voire mieux que moi. Quelle que soit sa nature, l'initiative publique est présente partout sur le territoire français. Et ça, je voulais donc vous rassurer sur le fait que vous avez raison de participer à ce type de webinaire et à vous renseigner sur la manière dont vous allez devoir décliner une politique publique, parce que manifestement, aujourd'hui, tous les prescripteurs publics ont cette responsabilité importante.
On a parlé de la ville avec Joé, mais on pourrait parler aussi du département. À tout niveau aujourd'hui, je ne sais pas quel type de prescripteur nous écoute, la responsabilité est revenue au public, là où on aurait pu penser au début des années 2000 que définitivement, les pouvoirs publics pourraient s'en affranchir. Excusez-moi pour cette introduction, un petit peu longue peut-être, mais qui avait pour but d'expliquer pourquoi aujourd'hui, les élus, au milieu de toutes les responsabilités qu'ils ont déjà, ont presque le devoir de discernement de la problématique numérique pour porter ensuite dans leur action publique la bonne action, la bonne initiative. Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir Joé Di Marco dans son effectif pour analyser, et je le dis très sincèrement, avoir du discernement technique, parce que le bagage de Joé en justifie, pour pouvoir aider le pouvoir public à prendre la bonne décision, à regarder avec lucidité la situation pour porter son action au bon endroit, au bon moment, avec le bon niveau de financement et dans le bon dispositif, ce dont on a parlé. Voilà, je tenais à rappeler ça parce que moi, j'ai beaucoup vécu ça et j'ai vécu des élus de temps en temps paniqués, dépourvus d'accompagnement. Et on a joué ce rôle d'accompagnement, de pédagogie pour leur expliquer qu'il y avait des solutions et on les a construites ensemble. Et aujourd'hui, c'est encore ce qui fait un des ingrédients clés pour moi d'un projet réussi, c'est la capacité à échanger dans une réflexion étendue entre le pouvoir public qui a une responsabilité et qui souhaite la porter, et Audrey l'a dit, Joé aussi, il faut vouloir. Il faut que la collectivité veuille en découdre. Il faut que la collectivité soit convaincue du bien fondé de son action et qu'elle ait évidemment confiance dans les prestataires qu'elle retient pour l'accompagner. Voilà, ça me semble être important. Et aujourd'hui, c'est pas sale et c'est normal que vous ayez encore du mal à déterminer le périmètre exhaustif de votre action, la nature même de votre responsabilité et celle qu'il faudra confier à un prestataire que vous allez choisir au travers le dispositif public que vous lancez. Bon, une fois que j'ai dit ça, intéressons-nous une seconde à la technologie. On vous a parlé IoT, on vous parle Smart City, Smart Territoire, des concepts pleuvent du ciel et vous devez les comprendre, les agiter devant vos électeurs qui ont potentiellement des questions, qui ne comprennent pas tout, mais qu'en tout cas ont des besoins. Et ça, vous l'avez compris. On a tous des besoins, mais on ne sait pas quel concept leur partager pour les rassurer. Et puis finalement, on est là pour ça ensemble. Allons au-delà des concepts. Smart City, en plus, c'est un mot, un anglicisme. Donc, moi, j'aime beaucoup la notion qui a été reformulée par Audrey et par Joé, qui est la notion de ville agile. Vous entendrez aussi territoire connecté, ville intelligente, territoire intelligent. On peut travailler autour de la combinaison de ces mots. Et ce n'est pas prétentieux de le penser. Oui, on va rendre des territoires plus intelligents. Mais ça veut dire quoi, des territoires intelligents? Ça veut dire des territoires qui répondent à nos besoins. Voilà. Et c'est dans ce sac que vous devez canaliser votre réflexion. De quoi on parle? Comment on peut rester dans une réflexion qui reste les pieds au sol et qui reste lucide, sans nous égarer dans la technologie et les concepts fumeux? On a des besoins communs. Vous, élus, vous êtes responsables d'une partie du bien-être des citoyens qui vivent sur vos territoires. Et vous êtes responsable aussi du bon fonctionnement des administrations qui permettent la vie publique. Donc, c'est bien sur ces deux pans-là que doit se porter l'action publique. Et c'est en ça que je vais vous démontrer en quoi le monde public et le monde privé sont capables d'agir ensemble. Vous avez deux soucis principaux, qui est d'améliorer toujours plus le confort du citoyen. Et oui, désolé, le consommateur, la société moderne, le monde dans lequel on vit n'est fait que de ça. Quand la télécommande de la télévision n'existait pas, on l'a inventé pour pas bouger du canapé et aller appuyer sur un bouton. On est dans cette vie-là. Le citoyen va vouloir gagner du temps dans ses déplacements, être dans un environnement le moins pollué possible, avoir le moins de bruit possible quand on vient lui enlever ses ordures devant chez lui. Et oui, la vie est faite de ça et on voudra toujours moins de contraintes. Mais on veut aussi un monde qui se préoccupe de son environnement. Et ça, je trouve que c'est bien. Et donc, on doit avoir ce souci de se dire, oui, on va améliorer la vie de nos concitoyens, on va améliorer l'efficacité des administrations et du fonctionnement public, bien sûr. Tout ça dans le respect de notre environnement naturel. Et ben moi, je trouve que c'est un beau projet et je trouve que c'est un projet moderne
qui correspond à ce qu'on doit attendre d'une politique publique aujourd'hui. Et c'est comme ça que je vous engage à porter ces projets sans en avoir peur. Excuse-moi, Audrey, d'être un peu lent et je serai beaucoup plus rapide sur la technique. Non, mais tu as raison. Mais je trouve ça très important de donner du courage aux élus pour mener ces projets et de ne pas voir que la difficulté du choix technique, que la lucidité de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on s'occupe des déchets ou est-ce qu'on s'occupe de la pollution ou des capteurs d'avalanche. Peu importe, c'est bien de vous occuper de vos concitoyens et c'est bien de ne pas avoir peur de la technologie et de l'appréhender comme une solution pour faire mieux dans le respect environnemental qu'on se doit tous aujourd'hui au XXIe siècle. Voilà. Donc, ça va passer par quoi tout ça? Ça va passer bien sûr par une concertation la plus étendue et la plus globale possible. Aujourd'hui, ce qui existe beaucoup, et Joé y a été confronté, c'est qu'il existe des solutions embarquées clé en main. Oui, vous allez rencontrer des acteurs qui vont vous dire « Moi, j'ai une solution clé en main avec des jolis petits camemberts et des analyses de données pour gérer la météo. Moi, j'ai des capteurs très bien pour vérifier que les fleuves ne sortent plus de leur lit. Très bien. Moi, je sais vous apporter des solutions pour le trafic routier et la communication aux usagers sur la route. Voilà. Mais vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez en responsabilité de l'argent public. Vous devez, et ça a été très bien dit par Joé, toujours mutualiser, penser l'économie, penser la mutualisation et donc l'économie massive d'investissement, et donc essayer de relier ces problématiques au travail d'infrastructures communes. Et j'en viens donc à mon troisième point. On a parlé des solutions techniques, elles sont nombreuses. J'y reviendrai. L'IoT, c'est une solution de capteur pour des objets qui ont des besoins en débit qui sont faibles. Vous allez me dire, mais oui, mais ça, j'en ai entendu parler. Il y avait Sigfox, qui est d'ailleurs notre grand frère à Toulouse, qui est devenu un fleuron de l'économie française. Mais oui, mais Sigfox a eu le tort d'avoir raison un peu avant tout le monde. Et aujourd'hui, il a été rattrapé par une norme qui s'appelle le LoRa, la norme LoRa, et qui permet d'embrasser le fonctionnement global bas débit de l'ensemble des capteurs et donc des besoins issus du terrain. Donc, vous avez une ribambelle finalement de technologies, de protocoles qui doivent s'imbriquer pour vous permettre d'aboutir à votre bénéfice. Votre bénéfice à vous, c'est maîtriser les enjeux de demain autour des besoins de vos concitoyens et de l'environnement général dans lequel votre territoire évolue. C'est ça, ne gardez ça bien en tête et dites-vous que les briques qui vous sont proposées par les différents acteurs aujourd'hui s'agrègent. Bien sûr qu'elles s'agrègent puisque la technologie, par définition, est associée à des normes et ces normes, si elles existent, ce n'est pas que pour remplir des catalogues de qualitatifs et en gros nous enquiquiner pour être poli, c'est aussi pour se permettre une interaction naturelle entre les différentes briques. Voilà. Donc, quand on est un spécialiste du très haut débit, on est par définition, ce qui est le cas d'Alsatis, un spécialiste du bas débit. Et quand on s'intéresse aux infrastructures de télécommunication de manière générale, ce qui embrasse un petit peu ce que vous venez de dire, bien sûr qu'on a besoin de la fibre optique et dès qu'il y en a, on est mieux servi et ça nous permettra plus de débit, plus de trafic et plus d'efficacité dans l'infra. Mais on fait confiance aussi, bien sûr, aux infrastructures radio et on en a besoin, puisque Joël l'a dit de manière extrêmement lucide et pragmatique, on ne va pas mettre une fibre optique derrière chaque capteur. On a une infrastructure très haut débit qui est composée évidemment de fibre optique et on la ramifie avec toutes les technologies disponibles qui se complètent et qui travaillent ensemble pour relier l'ensemble des signaux, des capteurs, des informations qu'on a besoin de relayer, de rapatrier et de traiter. Voilà. Voilà comment doivent fonctionner les infrastructures et les projets de demain. Et évidemment, mon dernier point, mais je pense qu'on en reparlera plus tard, je vous redonne la parole tout de suite, Audrey, c'est bien entendu le devoir de maîtriser son investissement, le devoir d'avoir des coûts d'exploitation qui sont raisonnables et qui sont là aussi maîtrisés. Ce qui n'est pas une mince affaire en soi, évidemment, je vous l'accorde. On en reparlera bien sûr. Non, mais avant de te laisser la main là, pour présenter ton beau schéma, j'ai juste deux questions. Parce qu'effectivement, on a l'exemple de Toulouse Métropole, qui effectivement dispose de compétences en la matière, notamment avec Jody Marco. On a effectivement des départements qui portent des projets d'aménagement numérique, qui donc de nature connaissent quand même un certain nombre de technologies, mais en fait l'IoT concerne de plus en plus
des collectivités à des échelons inférieurs, des EPCI, en zone dense ou pas, et qui sont effectivement de plus en plus démarchés par des acteurs qui ne sont pas forcément, comme tu l'as dit, des professionnels du secteur. Je vais te dire, en tant que... Alors des fois, c'est des élus qui sont démarchés, des fois, bon, ça peut être des GS ou des responsables de service. Pour toi, quelles sont les... S'il y avait 3 questions que les... J'ai 3 questions, ça peut être 2 ou 4, que les élus devraient se poser pour savoir si effectivement l'entité qui va me démarcher, le groupement d'entités qui va me démarcher, est un groupement sérieux qui a les connaissances ou les compétences nécessaires pour mettre en place un projet outil, ce serait quoi? Est-ce qu'il faut déjà, dans tous les cas, qu'il y ait un opérateur de communication électronique reconnu? Et est-ce qu'un opérateur télécom peut mettre en place un projet outil à lui seul, ou est-ce qu'il faut automatiquement qu'il s'agrège de partenaires annexes? Est-ce que ça dépend des projets? Oui, bien sûr. Je vais essayer de vous répondre. Alors, si vous avez Alsatis avec vous, c'est toujours un gage de bonne réussite de vos projets, bien entendu. J'en profite. C'est une boutade, bien sûr. Il y a des acteurs très performants partout sur le territoire. Et c'est une très bonne question, Audrey. Il y a 2 manières de voir les choses. Il y a une manière que j'estime, moi, plus courageuse que l'autre. Et encore une fois, c'est un sentiment personnel, mais j'ose le partager avec vous aujourd'hui. Et c'est encore une fois aussi un compliment déguisé à Joël Di Marco. Aujourd'hui, il y a 2 types de projets qui se décline, un projet où on aurait tendance à confier l'ensemble de la complexité technique de la mise en place d'une infrastructure multitechnologique, on l'a compris, et à bénéfice partagé citoyens et collectivités, à un acteur type Big Brother. On va dire que c'est un peu l'exemple du projet Dijon. Ensuite, vous avez l'exemple du projet Toulouse Métropole, mais qui est porté par Joé, et on comprend, étant technophile, il appréhende la technique de manière un petit peu plus approfondie et il a fait un choix naturel qui est d'aller chercher des briques, donc des acteurs sur le territoire, des sachants techniques sur le territoire, pour finalement agréger la solution à son niveau. Donc, il y a évidemment un travail, une complexité technique supérieure, il y a même un risque supérieur de ne pas aboutir, mais il y a aussi quelque part une volonté politique affirmée de faire travailler des entreprises de taille moyenne, agiles, qui potentiellement sont nées sur son territoire et qui connaissent la culture locale et qui sont d'autant plus mobilisées pour participer au projet. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais il y a 2 choix principaux, qui est de faire soit confiance à une constellation d'entreprises performantes qu'on est capable de faire travailler ensemble, soit faire confiance à un acteur généraliste qui lui va venir avec l'ensemble des compétences et qui va lui justement venir avec des sous-traitants et avec des partenaires. Dans les deux cas, la collectivité, plus elle est accompagnée par un AMO, mieux c'est. Moi, je ne suis pas pour que les collectivités fassent confiance qu'à leurs fonctionnaires et à la qualité des collaborateurs en leur sein. Je suis pour qu'ils confient une prestation globale neutre à un AMO, à qui, bien entendu, ils vont donner certaines directives sur les choix finaux de concept. Et je viens de parler justement de ce concept. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de profil type, mais il y a un choix, encore une fois, politique, plus ou moins courageux et plus ou moins politique, finalement, par rapport au choix d'émergence. Ça, c'est important. Est-ce que tu ressens encore que les élus ont besoin encore d'être formés justement sur l'écosystème, les technologies existantes ou les acteurs justement qui fournissent ces technologies? Je vais aller plus loin, Audrey. J'espère que ça fera sourire Joé. On en est plutôt à former les AMO. Oui. On en est à former les AMO. On est comme dans un monde qui est très nouveau, avec des technologies qui aujourd'hui, au travers, encore une fois, les normes, et c'est important, et moi je pense à la norme de la 5G, le LTE, qui met quand même tout le monde d'accord, et qui est une norme quand même commune au déploiement des réseaux intelligents radio aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, on a énormément de choses à apprendre tous, que ce soit les entreprises sur le terrain qui, grâce aux projets qui leur sont confiés, vont grandir et progresser. Mais évidemment que les prescripteurs publics ne peuvent pas tout savoir. Selon la taille du prescripteur public, les compétences sont peu élargies au sein de son équipe. Et encore une fois, les AMO ont aussi besoin de grandir. Ils étaient dans un monde établi il y a 10 ans qui est en train de se complexifier très largement avec des technologies nouvelles, avec des acteurs agiles qui n'existaient pas. J'ai rappelé dans mon introduction, qui j'espère n'était pas trop longue, que le monde a changé en moins de 20 ans depuis les années 2000 et que les opérateurs agiles type Alsatis n'existaient pas et n'avaient pas de raison d'exister
quand le monde traditionnel était établi. Donc, effectivement, qu'il faut appréhender tout ça et j'invite effectivement les collectivités à être exigeants sur le niveau d'accompagnement qu'ils méritent et effectivement à être même vigilants sur le choix des consultants qui sont retenus pour les accompagner. C'est très important pour continuer à penser libre et à ne pas rentrer trop vite dans des standards qui n'en sont pas et qui influencent toujours les mêmes acteurs. Le monde a changé et c'est une chance pour les collectivités, j'insiste. Et d'ailleurs, les 3 ingrédients d'un projet réussi, c'est ceux qui sont affichés sur le slide actuel. C'est ce que j'allais te dire, oui. Ça me paraît très important et j'ai presque envie de le lire. Hein. Et vous l'avez dit tous les deux. Si aujourd'hui, Joël Di Marco a pu réfléchir de manière concrète à un projet d'avenir rapide, parce qu'on en est déjà à une expérimentation avec une plateforme qui existe, on a commandé du matériel, on est en train de tester effectivement des choses, c'est parce qu'il y avait déjà une initiative publique légitime et lointaine. Ça fait plus de 10 ans ou 15 ans que la collectivité de Toulouse a créé The Fil et c'est déjà bardé d'un dispositif télécom public. Ça, c'est le premier élément. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, quand vous avez un socle technique avec de la fibre optique, il faut mutualiser dessus. On est tous d'accord que la fibre optique, c'est beau, ça fait pas de bruit, ça pollue pas et c'est quasiment à évolutivité technique infinie. Donc, évidemment qu'il faut capitaliser là-dessus au maximum. Ensuite, je l'ai dit un peu dans mon propos, on l'aura compris, il y a un changement de culture. Joël en a parlé dans le respect qu'il a de son fonctionnement public d'aujourd'hui. Il a certainement souffert de pouvoir porter loin son message en mettant d'accord des entités qui ne sont pas encore réconciliées dans un fonctionnement qui ressemble encore un petit peu au celui du XXe siècle, où on traitait la téléphonie d'un côté et on traitait la connectivité éventuellement d'un site de l'autre, au début des années 2000. Donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, la collectivité, toutes les collectivités vont devoir porter de toute façon une infrastructure numérique, quelle qu'elle soit, simple, complexe, à bénéfice unique, à bénéfice multiple. Mais la responsabilité, malheureusement, est incontournable. Donc oui, il y a un changement de mentalité, de culture qui est très important. Et si on ne prend pas ce virage, on aura une énorme difficulté à décliner concrètement des projets derrière, évidemment, parce qu'il y aura des résistances fortes. Et le monde va vite, vous avez compris. On parlait de la 4G avant, on parle déjà de la 5, il y a déjà des expérimentations en 6. Donc, vous avez une évolution énorme, vertigineuse du monde dans lequel on vit. Il faut vite changer de culture. Et puis, évidemment, je l'ai mis en dernier. Nous, on est des gens concrets. On aime bien parler, c'est vrai, de ce qu'on connaît, mais on aime surtout agir et démontrer qu'on sait faire. Et c'est aussi pour ça qu'on a été choisi par Joël Di Marco. C'est parce qu'on se concerte, on vise ensemble, on calibre, on conceptualise et on prend son temps pour le faire, pour ne pas se précipiter. Joël l'a dit, hein. Il faut préparer, il faut réfléchir avant de se lancer. Hein. Ça ne sert à rien de se lancer en faisant n'importe quoi. Et vous l'avez bien dit, Audrey, aussi. Hein. Et aujourd'hui, il faut faire du concret rapidement. Il faut tenir en haleine les citoyens qui font confiance. Je rappelle qu'on travaille avec de l'argent public. Donc, il faut que ça se voit. Il faut qu'à un moment où on donné, les gens se disent « Ah ben d'accord, le projet que porte ma collectivité, elle sert mon intérêt. » Je ne le vois pas encore, mais on m'explique qu'on va moins polluer parce qu'on va optimiser demain le trafic ou le circuit des camions poubelles. On m'explique que les lampadaires ne vont pas s'allumer systématiquement, même quand personne ne passe ou qu'il n'y a rien à éclairer. Et je suis content de le savoir parce que je suis moi-même en tant que citoyen dans un monde où je sais que les ressources se tarissent, où elles sont précieuses et je suis fier que la collectivité dans laquelle j'évolue y soit sensible. Merci Antoine. Parce que dernier mot, Audrey, hein. On parlait de la connectivité des personnes. Il y a 10 ans, et on s'est rencontrés, Audrey, souvenez-vous, sur des projets, des programmes d'aménagement numérique départementaux où le but, c'était vite de connecter des personnes. Ça a été redit sur TF1 ce week-end. Les programmes d'aménagement numérique patinent un peu. Il y en a certains qui n'ont pas eu beaucoup de publicité, c'est vrai, la fibre optique patine. Mais en 2025, l'objectif du gouvernement, il sera globalement atteint et la connectivité des personnes sera derrière nous. Ce ne sera plus un sujet. Le sujet de demain, c'est celui qu'on évoque aujourd'hui ensemble. Merci. D'accord. Et justement, pour voir de quelle manière tout ce qu'on vient de se dire a été mis en place de manière concrète justement dans un projet où vous êtes tous les deux parties prenantes, ce que je vous propose, c'est du coup de présenter à nos participants
la genèse donc, du projet Vol de nuit, là, qui voit le jour enfin. Donc, je vous dis, Marco, je vais vous laisser la main pour présenter un peu la genèse du projet. Pourquoi le projet Vol de nuit? Comment il a été mis en place? Alors, comment, je veux dire, par qui, avec qui, quel mode de financement et aussi, effectivement, quel mode de partenariat? Puis, Antoine, derrière, je te laisserai la main pour présenter, on va dire, ce projet de manière un peu plus opérationnelle. Voilà. Et derrière, donc, on aura un autre exemple de projet qu'Antoine nous présentera, un projet mis en place au niveau départemental, donc qui nous permettra peut-être un peu de comparer déjà deux projets différents, mais aussi la manière dont deux projets IoT peuvent être mis en place par deux collectivités de niveaux différents et qui aussi ont agissent de manière différente de manière numérique. Donc, Jody Marco, je vous laisse la main. N'hésitez pas à me dire quand vous voulez que je change de slide. Ok. Merci Antoine. J'ai cru que j'arriverais pas à avoir la parole. Non, je plaisante. Désolé, Joël. Je suis Toujours tellement aussi passionné. Mais c'est ce qui fait notre richesse. Voilà, démonstrateur vol de nuit, c'est ce que j'ai un peu évoqué rapidement tout à l'heure. On s'est retrouvé donc sur la piste des géants. La piste des géants à Toulouse, c'est la piste historique de Saint-Exupéry, où Saint-Exupéry décollait, la TECOR pour partir en Afrique pour la postale, l'aéropostale. Et c'est pour ça qu'on a appelé d'ailleurs le projet vol de nuit pour faire un petit clin d'œil à Saint-Exupéry. Et sur cette piste qui est classée monument historique, on a un bâtiment emblématique qui est le B612, encore un clin d'œil à Saint-Exupéry, où on accueille dedans le programme SSP, Galileo, c'est le programme GPS européen, Airbus Défense, et c'est devenu un bâtiment toulousain emblématique sur les high-tech, la nouvelle technologie, et nous en avons fait un futur troisième cœur de réseau pour notre réseau, et également notre vitrine métropolitaine de la ville de demain. Et sur cette piste, il y a eu une volonté de faire un musée à ciel ouvert. Et on s'est retrouvé confronté dès le départ à une problématique, c'est que c'est une zone d'activité nouvelle génération qui va être créée le long de cette piste, puisqu'il y aura du bureau, de la haute technologie, de l'habitation, des cinémas, enfin bon, un peu tout ce qu'une ville fait. Mais il y a une partie qui est déjà commencée, une partie en devenir et une partie en projet. Et nous, on nous demandait de raccorder les choses sur ce site-là. Et gros problème, puisqu'il y avait des choses faites, des choses à faire et des choses qui ne seraient pas faites avant quelques années. Donc on s'est dit, ben, on ne va pas y arriver avec des vieilles technologies, il va falloir qu'on se réfléchisse à ce qu'on pourrait faire sur des choses nouvelles. Il faut savoir également que, Antoine en a parlé, pour faire des projets comme ça, moi je me suis associé, alors la fibre on maîtrisait parfaitement, à deux AMO, une AMO spécifique IoT et une AMO spécifique radio, parce que ce sont pour moi des métiers différents, et on le voit bien, il y a un très haut niveau quand même technologique dans ces réseaux à venir, si on veut le faire nous-mêmes, puisqu'on a des réseaux optiques qui sont un métier, des réseaux IoT qui est un autre métier, et la radio qui peut être, même si tout se regroupe. Et l'autre problème que nous avions, c'est l'interopérabilité entre tous ces systèmes. Ce n'est pas le coup de créer des réseaux côte à côte, il faut qu'ils fonctionnent entre eux. Et ça, c'est une grosse difficulté. Il faut savoir que l'armée a lâché beaucoup de fréquences, enfin c'est l'État, l'ARCEP libère des fréquences de plus en plus. La technologie fait aussi qu'on est capable de resserrer les fréquences, donc de travailler sur des fréquences différentes. Et donc on s'est dit, ben voilà, on avait besoin de mettre des caméras, des bornes anti-encastrement, parce qu'on le voit avec l'attentat de Nice, la sécurité est vraiment un grand sujet, puisqu'on a également le Minotaur, qui est un objet un peu mythique, qui se balade sur la piste avec du public autour, dont l'idée c'était de sécuriser, de mettre des caméras, donc je l'ai dit, des bornes Wi-Fi, puisqu'on va donner l'accès au Wi-Fi pour les visiteurs, avec des bornes interactives, etc. Donc un truc hyper intéressant et amusant à faire. Et donc, on s'est dit, ben, on va monter ce projet et avec Antoine et d'autres, notre SPL, la société publique, avec le directeur de la SPL, Philippe Nacquart, qui travaille avec nous, Radwin, qui est un fabricant de radio THD, etc., de se dire, ben, on va essayer de regarder comment on peut tous travailler ensemble. Et on a monté un projet, petit à petit, avec des briques,
des gens, des rencontres. Tous les gens qui sont dans cette expérimentation sont des gens de rencontres, de discussions, d'échanges. Et on a commencé à regarder. J'avais fait, je ne sais pas si Jean-Luc Salaberry est là, à la FNCCR, un séminaire un jour sur les IoT de la ville de Paris avec le réseau Gaspard. Et ça m'a intéressé, parce on a des relations très proches avec GRDF à Toulouse, etc. Et donc, on a un peu fait la liste des courses de tous les gens dont on aurait besoin. Et on a monté un dossier qu'on a présenté à la région. Ils ont tellement été enthousiasmés qu'on le voit sur le slide, on est arrivé à un financement de 70% et peut-être 80%, puisqu'on est en train de négocier 10% de plus. Et je trouve que c'est assez intéressant. Et surtout, beaucoup d'entités, il faut le dire, hein, la FNCCR et Jean-Luc nous a beaucoup aidé à rencontrer des gens. La VICA, Infranum, qui a demandé à ce que notre projet soit affiché et participe avec nous. Voilà. Si on peut changer de slide, s'il vous plaît. Voilà. Et derrière, donc, nous avons fait le choix de personnes ou d'entreprises un peu atypiques. Et là, vous avez affiché la difficulté, ce que disait Antoine, de monter ce projet. Ce projet a été, pour moi, si j'avais su, je ne l'aurais pas fait, il faut quand même le dire, parce qu'on y a passé un temps fou, ça a duré pratiquement un an pour arriver à le monter. Et là, vous le voyez, parce qu'on a fait quoi? Des achats spécifiques, des consultations à faible montant, des marchés négociés, des marchés innovation, des recherches et développement, où là, vous ne faites aucune consultation. Vous choisissez votre entreprise, mais il faut démontrer dans le contrat que BCL et pourquoi vous le faites. Et les échanges, on ne va pas rentrer dans le détail. Des contrats in-house avec notre SPL, hein, parce que même si elle nous appartient, l'avantage d'avoir, c'est que donc, il a fallu modifier les contrats déjà existants pour faire une série des prix qui nous permettent de pouvoir faire appel et donner du travail à notre SPL, hein, ça nous fait gagner du temps. Des contrats publics parce qu'on travaille avec une université, et des mises à disposition, puisque je vais vous expliquer rapidement avec qui on a travaillé. Donc on a travaillé sur de l'IoT, sur 2 fréquences, parce qu'on pense que le LoRa, ça c'est une idée que j'ai eue, mais je ne sais pas si je me trompe, justement ce que disait Antoine, on verra, que le LoRa commence à saturer, on en a déjà l'exemple, puisqu'on a une antenne qui sature déjà, on utilise des piles, on consomme des piles, il y a des choses qui ne vont pas. Donc on a travaillé avec Wise Islands, qui est la fréquence de GRDF de Gaspard. Donc, ils installent pour nous, à titre gratuit, sur le toit de notre immeuble, du matériel et des antennes, et on va travailler sur les 2 fréquences. On s'est associé aussi avec des spécialistes de l'IoT, dont un docteur en IoT, ça existe, avec l'Université de Toulouse, des objets connectés. On a travaillé, et on travaille également avec Winford, qui est une entreprise de fabrication d'objets connectés, de capteurs, puisque le capteur a 3 modules, hein, un module alimentation, un module transmission de données et le capteur par lui-même. Donc, on se fait faire des capteurs à la demande. On travaille avec Sunlight Design également parce qu'on a des problèmes d'énergie. Donc, ce sont des mâts à panneaux solaires pour les endroits où on n'aura pas d'énergie, parce que l'énergie va être un gros problème sur l'objet connecté. On travaille avec Scopelec, là c'est pour de l'usage vers le citoyen, c'est-à-dire permettre, une fois que c'est connecté, qu'est-ce qu'on peut donner comme service aux citoyens, etc. Alsatis, vous le voyez, on en a parlé. Et pouvoir se servir de mettre des puces dans les bornes Wi-Fi, dans les caméras, ou pour télécommander nos bornes escamotables. Et d'autres usages qui viendront, les paramètres, etc. Et un aspect dont on n'a pas parlé également, c'est l'obsolescence programmée du tétra, c'est-à-dire les radiotéléphones, hein, puisqu'il faut aussi être visionnaire quand on fait un investissement de cette hauteur-là, se dire, mais quels seront les usages dans 10 ans? Moi, j'y serai plus, mais il faut quand même penser à nos successeurs et aux équipes qu'il y a derrière. Je tiens aussi à rendre hommage aux équipes financières de la métropole et à notre juriste, parce que pour une fois, j'ai une équipe jeune derrière. Notre juriste a tout fait en me disant je vais tout faire pour pas t'expliquer que tu n'as pas le droit de le faire, mais t'expliquer comment tu peux le faire et dans quel cadre. Et ça a été un progrès, parce que jusqu'à présent, on a toujours des gens qui nous disent ah ben non, oula, là il y a un risque, ah là je peux pas, ah, moi je valide pas, enfin, de mots on fait rien, quoi. Et on a passé des années à ne rien faire d'ailleurs à cause de ça. Et moi je rends hommage aujourd'hui
à nos équipes financières, nos équipes des marchés, qui ont travaillé forcené, parce qu'on a cherché en France des références sur des marchés recherche et développement, ben, on n'a pas trouvé. Donc, si ça intéresse des gens, nous, ça y est, on a fait. Alors, je ne sais pas si c'est parfait, mais on verra bien, puisqu'on a même fait un volet sur la propriété intellectuelle, qui est un volet assez important. Voilà. Monsieur Pardon? Je vous laisse continuer hein, effectivement sur toutes les ressources internes et externes que vous avez mobilisées sur le projet. Mais juste une petite précision pour les participants. Donc là, tous les contraints qui sont sous nos yeux donc ont tous été mis en place pour mettre en œuvre le projet Vol de nuit. Tout à fait. Donc, tout c'était. Donc, non, mais juste pour pas que ça fasse peur non plus sur la multitude de contrats qui doit être passé, parce que bon, ça dépend du projet, hein, évidemment, c'est du cas par cas. Mais ce qu'on peut retenir quand même, c'est que tous ces contrats, ils ont quand même été mis en œuvre dans un laps de temps en réalité assez court, quoi. Ce qui est plutôt positif, quoi. Oui, on a tâtonné un moment parce qu'on ne savait pas comment faire, hein. Ça a été le plus long. Et une fois que c'est parti, on y est arrivé. Il faut savoir que l'expérimentation, le budget, c'est 1,2 million d'euros, hein, malgré tout, quand même. C'est quand même une expérimentation assez lourde financièrement. Mais bon, il y a quand même beaucoup de choses derrière, hein. Voilà. Et il faut savoir également que le besoin, si vous pouvez changer de slide, s'il vous plaît, et nous avons aussi pensé à quelque chose qui est important, c'est nous sommes associés à une société qui est toulousaine en plus, mais il y a beaucoup de Toulousaines dans toutes les entreprises qu'on a, hein. Majoritairement d'ailleurs, c'est des gens du cru, on est assez chauvin ici, qui fait de la mesure d'ondes, d'émissions d'ondes. Donc comme on allait émettre des ondes, on s'est dit, pour ne pas être taxé peut-être d'inconscient et tout, nous avons choisi la société Exem qui, pendant toute l'expérimentation, va mesurer les ondes. De temps en temps, on va couper les antennes pour vérifier que ces mesures ne sont pas pipées, etc. Et nous allons les mettre en ligne et donc le citoyen pourra même les consulter de manière neutre et il verra bien que ce n'est pas nous qui trafiquons les chiffres, etc. Ça, je pense que c'est aussi important de rassurer le citoyen. De plus en plus, on va émettre des ondes, il faut quand même le reconnaître, hein. Alors moi, souvent, je dis, quand je descends dans le parking de la métropole, au moins 4, des fois, je capte la radio encore, hein, de ma voiture. Donc, il se peut que, par contre, mon téléphone, je perds tout au N-1. Donc, voilà, les ondes ne sont pas les mêmes, hein. Mais tout ça peut s'étudier, donc sera mesuré. L'intérêt est quand même de travailler avec tout le monde. Alors, on a nos partenaires hein, qui nous accompagnent, comme les hôpitaux, les universités, TICO et Airbus. La difficulté aura été de mettre tout ça en place. Alors, on a créé une plateforme collaboratrice animée par notre SPL où tous les acteurs postent leurs documents dont le niveau d'information de tout le monde, enfin tout le monde a le même niveau d'information, ça c'est important. Et également, sur les slides qui viennent arriver, c'était pour montrer un peu la complexité de l'organisation interne et je ne sais pas si ce sera diffusé, vous pourrez voir que toutes les directions internes de la métropole sont associées à ce projet. Et ça, c'est important. On a le portage européen. Voilà, on a le portage européen, je vois Isabelle, les services internes, etc. Et ça, c'est, à mon avis, primordial. Et je terminerai sur les besoins des uns et des autres, parce qu'on s'aperçoit qu'en discutant avec les uns et les autres, en interne, on a des nouveaux besoins. Et la difficulté a été de trouver des usages. Ce n'est pas le coup de mettre des antennes sur un toit, de dire on va faire ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Voilà. Donc, on a déjà eu des cas d'usage, notamment on a fait dans une salle de spectacle à Toulouse avec le RAID et le GIGN une expérimentation. Et question bête, combien il y a de personnes dans le bâtiment? Ben, on s'aperçoit qu'on est incapable de savoir qui y a dans l'intérieur d'un bâtiment comme ça. On a vendu des billets, soit il y a les spectateurs, mais techniquement, entre les artistes, les techniques, etc., on ne sait pas. Donc, on a, sur la Halle aux Grains à Toulouse, on a décidé, avec nos fabricants de capteurs, de mettre au point une technologie pour justement remédier à ce genre de choses. Et on s'aperçoit au fil de l'eau que les questions et les usages vont venir crescendo parce que on s'aperçoit qu'on est capable de faire, donc on donne des nouvelles idées à d'autres gens. Voilà. Pour terminer,
après, je vais laisser la parole ou aux questions comme vous le voulez, hein, parce qu'on ne peut pas trop rentrer dans le détail, hein, vu le temps imparti. C'était de dire que tous ces gens doivent travailler ensemble pour arriver à un même but. Et le but, c'est quoi? C'est de valider à la fin que les choix sont pertinents de l'IoT. Peut-être qu'on ne fera pas un réseau IoT, mais si on le fait, on sera propriétaire. Si on fait un réseau 4G ou 5G à terme, on verra, hein, il n'y a pas de fréquence 5G disponible pour le moment. On connaît la future fréquence, mais pour le moment, il n'y en a pas. Mais si on construit un réseau 4G, ben, on sera propriétaire. Et tout ça, on le partagera avec nos partenaires, les hôpitaux, les universités, TCO et Airbus, pour baisser les coûts. Parce que l'idée, c'est ça. C'est que l'investissement serait porté par la métropole, mais le fonctionnement serait partagé par ces entités-là. Et on le voit sur le listing qui est des personnes intervenantes, hein, et il doit en manquer une ou deux, hein, on oublie toujours quelqu'un, hélas. C'est l'intérêt de partager. Partager le coût, c'est important parce que je pense que aujourd'hui, on n'est pas encore capable de déterminer exactement combien ça coûte. Une fibre, c'est assez facile, maintenant on maîtrise parfaitement. On sait fait des ratios, on sait qu'un site, même forfaitairement, on le raccorde avec tant d'argent, etc. Mais derrière, tout ce qui est nouvelle technologie et surtout les coûts induits, puisque dès que vous appliquez ou que vous arrivez sur un site, vous avez un problème à régler. Et je terminerai sur le candélabre, c'est des trucs tout bêtes. Hein. C'est que quand la première fois on a mis des fibres dans les candélabres, on a mis des transceivers, hein, c'est pour transformer le signal optique en coaxial derrière. Ben, un truc tout bête, avec les premiers transceivers qu'on avait, on ne pouvait pas fermer la porte du candélabre de visite. Voyez. Donc il a fallu qu'on fasse fabriquer du matériel spécifique pour nos usages. Et ça va être de plus en plus. Et pourquoi on a choisi de ne pas prendre un major, comme disait Antoine tout à l'heure? Moi, j'ai déjà vécu la modification de logiciels, puisqu'on a des logiciels d'exploitation hein, pour nos fourreaux, etc. Et dès qu'on veut changer une virgule, c'est l'enfer. Et surtout, on est marié à vie avec ces gens-là et on ne peut plus rien modifier une fois qu'on est rentré dans le système. Nous, on ne veut pas faire ça. On va faire des cahiers des charges sur nos IoT, sur nos objets connectés, sur la plateforme de supervision, puisque l'idée, c'est de s'appuyer sur des services existants. On a aujourd'hui un service qui est ouvert 24/24 pour les appels d'urgence internes et externes, mais on pense qu'on va s'appuyer sur eux pour lancer des alertes, s'il y a une alerte dans un stade, une alarme qui se déclenche, etc. Donc l'idée, c'est de s'appuyer donc sur nos forces internes, mais de s'associer avec des entreprises et on ne sous-traitera que ce qui devra être sous-traité. Voilà. C'est un peu l'idée et l'objectif et notre vision. Voilà. Ok. Juste avant de laisser la parole à Antoine sur la manière dont le projet va être mis en œuvre de manière opérationnelle, parce que là le projet commence, comment il va être suivi par la métropole? Est-ce qu'il y a des instances de suivi qui sont mises en place de manière régulière? Est-ce qu'ils vont du coup intégrer tout ou partie des acteurs là qu'on a vus? Enfin, de quelle manière en tout cas vous allez suivre la mise en œuvre du projet? Alors c'est pour moi la question, oui. Alors Oui, on a, oui. oui, pardon, on aime bien hein, dans les administrations faire des cotec, des copines, c'est formidable. Donc on remonte à on a un élu référence, hein, qu'Antoine connaît très bien, qui est en plus charmant, et qui suit le projet et qui est très motivé sur le projet. Donc en juin, mi-juin, Antoine est intervenu au premier qu'on avait fait avec lui. En juillet, on fait une remontée politique, on va dire, hein, ce que j'appelle d'avancement du projet. Avec les autres, on fait des réunions régulières sur la plateforme qu'on a et il y a des groupes de travail parce que ça sert à rien de réunir 50 personnes. Il y en a la moitié qui dorment, hein, qui servent à rien ou qui font autre chose. Donc on réunit par catégorie et par métier. Et de temps en temps, on réunit tout le monde. Par contre, tout le monde a accès aux informations des autres. Ça, c'est utile. Il faut éviter celui qui disait et qui va dire « Ah, mais j'étais pas au courant ». Là, il n'a pas d'excuse. Il est au courant de tout. Sauf que les grandes réunions plénières, moi, je ne vois pas d'intérêt. Par contre, des réunions par métier. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on pilote, en dehors de vol de nuit,
nos déploiements, c'est que quand on a un métier ou une commande, moi j'identifie à peu près les gens dont on a besoin et on fait une réunion spécifique sur la commande. Je pense qu'il faut avancer et il n'y a pas plus chronophage que les réunions. Et les réunions à 50, ça ne sert à rien, à mon avis, parce que vous voyez la liste des nombres de personnes qui sont impactées par le sujet. Ce serait, à mon avis, une erreur Mais de temps en temps, c'est bien que tout le monde puisse participer et écouter les autres. Et voir collectivement, ça fait une force aussi. Hein. Ça fait une force collective. Voilà. D'accord. Merci. Antoine, du coup, est-ce que tu peux nous dire, en gros, parce que c'est quand même un gros projet, mais qui fait quoi et comment Alsatis intervient concrètement là-dedans? Bien sûr. Et rapide. Il nous reste combien de temps, Audrey? Non, il nous reste 1 heure, donc c'est bon, tu peux. Oui, donc on va parler maintenant un peu technique, ce qui fait évidemment ce qui est une des composantes de réussite du projet. On a parlé de tout le reste avant, hein. On a parlé de la volonté politique, on a parlé de la concertation en amont, on a parlé des investissements et de la limitation au maximum des coûts d'exploitation pour rentrer dans un modèle assez vertueux. Donc, on a parlé de choses qui sont finalement assez générales et pas trop techniques. Sur la technique, en essayant de ne pas vous bassiner, nous, on est devenu, Alsatis, un expert de la technologie radio, puisqu'on a grandi auprès des collectivités dans le déploiement et l'exploitation de réseaux radio. Réseaux radio d'abord non normés de type Wi-Fi, et ensuite, petit à petit, de type LTE. Les réseaux qu'on déploie aujourd'hui sont des réseaux LTE, avec une expertise LTE, qui d'ailleurs nous vaut beaucoup un rayonnement national qui ne nous déplaît pas du tout, puisque le monde va changer. Donc, du coup, ce qui se passe, si vous voulez, sur le projet vol de nuit et le projet de l'Isère, c'est pareil. Le principe, c'est de se dire, quand je mets une couche radio, je veux que cette couche radio soit le plus efficiente possible. Donc, évidemment, l'IoT, c'est quoi? Tout le monde a compris, l'IoT, c'est relier les besoins à bas débit. D'accord? Mais quand vous avez une composante radio de manière générale, si elle peut faire du haut débit, tant mieux. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, sous réserve de pouvoir le faire, Joël a rappelé les contraintes en termes de réglementation, notamment sur les fréquences, mais on en fera notre affaire. Ce que les collectivités doivent penser, c'est de se dire, j'ai une infrastructure fibre ou pas, je veux déployer un réseau intelligent pour rapatrier des données intelligentes et aider mon concitoyen à s'épanouir, aider mes fonctionnaires à bien faire leur boulot. Donc, je déploie une nappe radio. Alors, moi, je vais préconiser à toutes les collectivités de déployer une nappe radio 4G, 5G de type LTE, selon la réglementation, les possibilités aujourd'hui du dispositif, de façon à quoi? De façon à avoir une capacité de rapatriement de données à haut débit, de facto, et de ensuite venir greffer là-dessus une surcouche IoT sur la base des mêmes points hauts qui sont électrifiés généralement, qui sont stratégiquement positionnés par rapport aux besoins. Hein. Le but, c'est d'avoir une infrastructure passive avec des points hauts sur lesquels on met des émetteurs radio. Le tout appartient à la collectivité et les usages, en fonction du haut débit et du bas débit, peuvent être de nature différente. Encore une fois, le projet de collectivité de Joé, de la Toulouse Métropole, ne vise pas à connecter les personnes. Vous l'avez compris, on est dans une métropole, les gens ont tout ce qu'il faut pour se connecter. Les opérateurs sont très présents, ils ont leur 4G, ils arrivent avec la 5G, qui arrivera dans les grandes métropoles avant d'arriver ailleurs. Il y a de la fibre optique à profusion déployée par les opérateurs privés, pas de problème. On est bien sur une vision globale, c'est bien le projet vol de nuit, qui est de dire non, la connectivité des personnes, ce n'est pas mon problème, elle est réglée par l'initiative privée. Par contre, j'ai des industries et des entreprises qu'il faut peut-être accompagner sur des besoins privés que les grands opérateurs, grand public, ne sont pas capables de répondre. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à comprendre pour vous. Ce qui est plus évident à comprendre, c'est tous les services de l'État, et Joël a donné un très bon exemple, c'est la police municipale, qui, elle, utilise depuis 50 ans des talkie-walkie qu'on porte à deux mains, tellement ils sont costauds, qui marchent très bien, qui sont très fiables et qui permettent une fiabilité, une disponibilité de service absolue et affranchie des réseaux grand public, mais qui sont très limités en termes de service. Et vous le savez tous, aujourd'hui, la police municipale, si elle veut envoyer une photo au cockpit, au QG, l'agent va utiliser son smartphone privé. Il n'a pas le choix.
le talkie-walkie qu'il a dans les mains ne lui permet pas de rapatrier de la donnée ou de rapatrier de l'image, donc de la donnée à haut débit. C'est un problème. On est en 2021, on est sur des réseaux 5G, on nous parle de regarder un film en attendant le bus. On ne peut pas maintenir des fonctionnaires qui ont des missions sensibles sur le territoire, la sécurité est au cœur des enjeux, avec des moyens de communication, de rapatriement de données qui datent du siècle dernier. Et ces réseaux-là, vous l'avez compris, vont avoir besoin de haute capacité demain. Ces réseaux-là n'existent pas aujourd'hui encore, et ils vont exister. Alors certes, ils vont s'appuyer en partie sur les réseaux grand public. Et il faut que la capacité de ces réseaux grand public qui nous entourent, dont on ne maîtrise pas tout à fait la livraison. Je rappelle que la 5G d'un opérateur privé, il y a un enjeu économique de densité, qu'il va y avoir des priorités dans le déploiement qui sont bien compréhensibles, et que par ailleurs, ces opérateurs ont signé des engagements avec l'État dans le cadre de la licence pour pouvoir aller couvrir les zones blanches, couvrir en indoor, avoir un certain nombre d'obligations, mais qui ne leur font pas forcément grand plaisir. Hein. On est clair, hein, qui ne sont pas synonymes de rentabilité pour eux. Mais le problème des réseaux souverains, c'est que vous devez avoir des réseaux qui continuent à fonctionner indépendamment des réseaux grand public. C'est indispensable pour les hôpitaux, pour la police et pour plein d'autres services de l'État qui doivent s'affranchir absolument, et vous n'avez pas de mal à le comprendre, des pannes du réseau Orange ou du réseau Bouygues ou du réseau Free. Je fais de la publicité pour personne. Donc, la souveraineté, le critère de souveraineté, revêt une importance capitale dans l'aménagement numérique de demain et donc la refonte de tous ces réseaux. Et ça, Joé Di Marco l'a pensé dans son projet. Et c'est ce qu'il vous explique. Il vous explique qu'il met en place une infrastructure intelligente avec de la fibre optique et de la radio qui, globalement, va permettre de développer les services de demain. Optimiser les coûts d'énergie, optimiser l'impact environnemental, optimiser les services auprès des citoyens, mais optimiser aussi le fonctionnement de certaines grandes entités publiques ou privées qui sont sur son territoire. Si Joé Di Marco, demain, avec un investissement public, peut rendre service à Airbus dans le cadre de ses besoins privés, quel beau combiné, quel beau challenge de pouvoir dire « je suis Toulouse Métropole, j'ai une industrie sur mon territoire florissante qui génère des milliers d'emplois, je l'aide à se constituer en marge du déploiement des acteurs et des initiatives privées. Je l'aide parce que je suis conscient que c'est important d'avoir de telles entités, de tels acteurs économiques sur mon territoire et je l'aide à préserver ces critères essentiels de souveraineté et de confidentialité de données. De la même manière, j'ai des hôpitaux, j'ai une police municipale et je suis donc à l'initiative pour les aider à avoir les solutions de demain qui correspondent, un, aux besoins et deux, aux capacités des infrastructures présentes sur le territoire. Juste Antoine, pour que ce soit clair pour tout le monde, donc ce qui est défini à droite du slide là, c'est les objectifs définis par Toulouse Métropole dans ce projet et qui te sont assujettis. Enfin, toi et exactement. À partir du moment où la collectivité vise un réseau radio omnipotent, multiservice, forcément, vous avez une strate, une composante IoT pour aller chercher des débits, du bas débit, et vous avez aussi une composante haut débit pour aller chercher des services dont on ne connaît pas forcément la nature, mais dont on sait par définition qu'ils vont consommer du débit. Donc, quitte à penser un réseau radio, et c'est bien comme ça qu'a réfléchi Joé, mais il n'avait pas de mal à le faire, il était technophile. Ben, il a pensé à un réseau radio qui gère tous les besoins. On ne va pas penser l'ingénierie d'un réseau IoT pour repenser demain l'ingénierie d'un réseau très haut débit radio qui serait différent de l'IoT. On raisonne sur une infrastructure radio globale avec des performances et des capacités qui vont dépendre des besoins qu'on veut distiller. Typiquement, je reprends l'exemple de Joé Di Marco qui est très intéressant. On a un Minotaur qui est exceptionnel pour les gens qui l'ont déjà vu. C'est quand même une statue, je ne sais pas, c'est pas une statue, c'est un édifice qui fait 10 mètres, qui est roulant, donc qui fait la taille d'un immeuble, qui est mécanisé d'une manière exceptionnelle puisqu'on a le souffle du torse du moniteur qui se gonfle, on a les yeux qui papillonnent et on avait le souhait, et c'est une idée qu'on a eue avec Joé, de dire on voudrait relier les caméras de ces yeux à des écrans géants.
Ça paraît évident, on a des centaines de gens qui vont attendre pour faire un tour sur le Minotaure. Est-ce qu'on ne pourrait pas leur proposer une expérience unique qui est de voir par les yeux du Minotaure ce qui se passe déjà avant de pouvoir se balader dessus? Ben pour ça, il vous suffit d'avoir un réseau radio, mais là, il faut du haut débit. Donc là, il faut relier une caméra très haut débit à un cockpit et derrière à un écran, mais il faut du haut débit. Donc tout ça pour vous dire, oui, voyez architecture radio, voyez maîtrise de la commande publique et de l'infrastructure publique, mais voyez bas et haut débit en même temps, évidemment. Ça, c'est mon premier conseil. Quant aux usages, restons factuels et essayons de traiter, de prioriser les services et les usages en fonction de la culture de la collectivité, en fonction de la réalité de ce que veulent les gens et des priorités du moment. Et ça va dépendre typiquement de l'endroit où on est sur le territoire national. Et ça me permet de basculer sur le projet de l'Isère. Juste aussi pour que ce soit, je suis désolée, hein, pour que ce soit clair pour les participants. Donc, Alsatis, là, intervient en tant que mandataire d'un groupement d'industriels ou comment ça se passe en fait? Alors, on est mandataire, et je remercie la collectivité pour sa considération et sa confiance, d'un marché d'expérimentation qui, comme vous l'avez compris, a été compliqué à ficeler parce qu'on n'est pas dans une république bananière et qu'il était hors de question qu'Alsatis puisse avoir des passe-droits. Donc, on a dû démontrer l'implication qu'on avait en amont dans le projet et Joé Di Marco a su expliquer à la collectivité pourquoi on justifiait d'un tel type de marché, qui est un marché, en l'occurrence, ouvert, mais assez court dans sa diffusion et assez strict dans son cahier des charges. Ce qui fait qu'évidemment, on a pu y répondre et être officiellement choisi par Toulouse Métropole pour pouvoir ensuite intervenir dans le cadre du projet avec ce cadre juridique. Ok. Qui a été rappelé tout à l'heure par Joé, dans l'un des dispositifs disponibles pour lui pour agir. Est-ce que du coup, pour conclure, tu peux nous présenter le projet IoT que tu assures sur l'Isère, justement, pour notamment pour comparer un peu les deux et voir si... C'est très intéressant de les mettre en perspective. On est en Isère sur un département qui a pris son destin numérique en main depuis le début des années 2000 et qui nous a confié en 2008 le déploiement d'un réseau radio pour aller chercher la connectivité des administrés du département. On est sur un département qui a des moyens, puisqu'il héberge un tissu économique de qualité et des stations de ski à haute notoriété. On est sur un territoire dont le relief est très accidenté, on est sur un territoire très montagneux, donc avec des problématiques pour aller chercher de la connectivité qui sont évidemment particulières, spécifiques. Donc, on a un département technophile, là encore, d'un point commun déjà aux deux projets, qui décide de se doter d'une infrastructure radio en 2008. Cette infrastructure radio a évolué. En 2008, elle est en Wi-Fi et elle permet d'aller chercher des gens pour des connectivités 2 mégas, 4 mégas, 10 mégas. Et puis, cette infrastructure évolue et est rachetée par le département. Donc, vous voyez vraiment l'initiative publique, vous voyez l'importance de l'implication de l'initiative publique et vous voyez le parti pris public et de dire à un moment, j'achète cette infrastructure puisque j'en ai besoin pour continuer à décliner ma politique numérique sur mon département. Et ils ne regrettent pas, vous pouvez les interroger, puisque cette infrastructure sert aujourd'hui très largement les besoins en connectivité des personnes, puisque le projet d'aménagement numérique fibre optique qui a été confié à SFR, collectivité, SFR FTTH aujourd'hui, rencontre des difficultés bien logiques et met beaucoup de temps à donner satisfaction. Donc, ce réseau sert encore très largement la connectivité des personnes et c'était l'enjeu principal de cette infrastructure lorsqu'elle a été déployée. Mais évidemment, et c'est CQFD de ce que je viens de vous expliquer, la collectivité, le département se dit aujourd'hui, j'ai un réseau radio très haut débit sur l'ensemble du territoire. Il est irrigué par de la fibre optique. Il est ma propriété. Donc, on est sur les deux prérequis essentiels de la réussite d'un projet d'avenir. Vous avez une maîtrise politique déjà, avec une initiative publique lointaine, et vous avez une maîtrise de l'infrastructure publique déjà, puisque vous avez une infrastructure fibre optique et radio qui est maîtrisée. La collectivité se dit, j'ai des besoins. J'ai des besoins pour des capteurs d'avalanche. J'ai des besoins parce que j'ai des gros problèmes de pollution autour de Grenoble. Donc, j'ai de nombreux besoins, dont pour lesquels la technologie radio pourrait me permettre de rapatrier des données utiles. J'ai aussi des besoins pour mes fonctionnaires. Et là, on reparle de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le réseau radio doit servir l'avenir des réseaux PMR, c'est-à-dire des réseaux souverains qui servent aujourd'hui le fonctionnement des intervenants publics,
que ce soit pour la sécurité des routes, protection montagneuse, que ce soit pour la gendarmerie, la police, les pompiers. Il y a des réseaux souverains aujourd'hui qui vivent sur nos territoires et qui vont évoluer. La collectivité, le département a souhaité les faire évoluer et a aujourd'hui clairement décidé de capitaliser sur l'infrastructure radio. C'est une infrastructure THD qui lui appartient et de nous confier la mise en œuvre d'une nappe IoT. Moindre mal, les points hauts existent. Donc, vous avez aujourd'hui une nappe IoT, c'est-à-dire une nappe radio intelligente supplémentaire qui permet d'aller chercher de l'information en provenance des territoires sur les thématiques qui vous sont précisées dans le document, à savoir aujourd'hui sur des déchets, sur du capteur peut-être avalanche aussi, donc lié à la protection des personnes, et bien sûr derrière à des fins peut-être plus touristiques, peut-être même pour des acteurs privés qui voudraient mettre en place demain des événements et qui auraient besoin de s'accrocher à des infrastructures spécifiques pour communiquer. On peut l'imaginer. On est au début de cette nouvelle ère et on est en train d'écrire cette histoire avec la collectivité. Voilà ce qu'on peut faire à l'échelle d'un département, exactement avec les mêmes ingrédients qu'on le fait à l'échelle d'une métropole. Super. Merci Antoine. Comme il est l'heure, je vais juste terminer par quelques mots de conclusion. Enfin, ce que je retiens quand même comme message positif de ce webinaire, c'est que toute collectivité peut mettre en place un projet IoT. Peu importe l'échelon de la collectivité, peu importe sa situation géographique, peu importe son niveau de couverture en fibre optique. Ce qu'il faut derrière, mais c'est comme tout projet, c'est effectivement une volonté politique, une connaissance de son patrimoine, une valorisation de ses ressources, et qu'il faut effectivement que les collectivités s'intéressent à la multitude de services qui peuvent être offerts par les acteurs, y compris par les acteurs locaux, et qu'elles n'hésitent pas à recourir à des montages contractuels plus souples que les montages traditionnels qu'on connaît tous pour mettre en place des projets de manière rapide et efficace. Est-ce que vous voulez rajouter un mot de conclusion ou pas? Moi, je vous remercie tout simplement pour cette exposition et j'espère que notre débat aura intéressé les gens pour lesquels on est évidemment à leur disposition par la suite. Je suppose que vous allez partager les supports. Oui, ça y aura un replay. On est à l'entière disposition des prescripteurs qui souhaitent avoir des informations complémentaires sur ce qu'on vient de se dire. Merci de plaisir en tout cas. Et pour ma part, s'il y a des gens qui ont besoin d'informations, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous donner éventuellement une réponse à vos questions. Éventuellement, j'ai bien dit. On n'a pas réponse à tout. Eh bien, écoutez, à tous les trois, un grand merci pour ces interventions, certes parfois un peu techniques, mais qui donnent un point de vue éclairant sur les solutions qui s'offrent aujourd'hui aux collectivités locales. Et avoir ce double point de vue prestataire-collectivité, c'était vraiment intéressant. Donc, j'espère que vous en avez tous profité. Et ben, nous allons nous quitter. Vous souhaitez à tous un très bon appétit et vous donner rendez-vous très bientôt pour un nouveau webinaire de la Gazette des communes. À très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.